très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, amis fidèles de l'émission L'Autre Journal. Nous voici dans un nouveau numéro cette semaine. Nous voici sortis dans un chômage technique après 4 mois, chômage dans lequel nous a plongé la RAC depuis plus de 4 mois. On n'est pas mort. Et oui, c'est la fin des vilaines stations. C'est le bouclage qui recommence maintenant. Les jours de chômage voulus par certains sont partis. Vilaine sanction si tard fini. Chers collègues, pas de temps à perdre. Renouons avec les dossiers des scandales de la République et rigolons-nous. Et l'on reverra nos parutions dans les kiosques à partir de ce mardi 8 juin. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à Joël qui fait le plaisir de partager tout le temps le plateau avec nous. Bonjour Joël, gars. Bonjour mon frère, bonjour aux fidèles du rendez-vous et félicitations pour cette récitation que nous récitions en fait à contre-cœur quand on était au cours primaire. Voilà. Quand s'approche la rentrée. Merci beaucoup Joël. Et Ferdinand, vous avez suivi tout à l'heure ma récitation. Ouais. J'ai droit à une augmentation de salaire. Nous sommes de retour. Oui, nous sommes de retour après 4 mois de suspension inique et arbitraire. Et donc aujourd'hui le 7 juin, c'est ça? Le 7 juin. Le 7 juin, donc nous avons repris le bouclage pour paraître à partir de demain le 8 juin. Et puis on espère que c'est reparti quoi, c'est reparti. D'abord, il faut dire merci à tous ceux qui, pendant cette période-là, nous ont soutenus moralement, matériellement, ceux qui ont partagé cette épreuve avec nous. Il faut remercier nos lecteurs, les abonnés, les gens qui sont restés à nos côtés. Et nous sommes des gens très engagés et très déterminés. La diversité ne nous empêche pas d'évoluer. Et donc, ça fait plaisir de retrouver aujourd'hui la rédaction et de continuer par publier les dossiers pour le bien de la République, parce que quand la République est malade, seuls les journalistes, seuls les leaders d'opinion peuvent tirer sur la sonnette d'alarme. Et c'est ce travail-là, c'est un travail citoyen que nous faisons. Et donc, certains ont cru devoir nous mettre au chômage pendant 4 mois. C'est aussi une manière de nous frapper au porte-monnaie pour que, financièrement, on soit affaibli. Mais rien de tout ça ne s'est produit. On est revenu, on revient vraiment en force. Je rappelle que le 9, c'est-à-dire mercredi prochain, cela fait 1 an que nous avons fait le Petrolgate, un dossier qui continue de faire des vagues dans l'ensemble du pays. Nous retournons dans 1 mois au tribunal à cour d'appel et vendredi, ça doit être le 12, je ne sais pas quoi, ou le 11, on fera une parution spéciale sur le Petrolgate, les dernières informations, les nouveaux éléments dans ce dossier-là. Je rappelle que c'est la première fois qu'un dossier comme ça tient tout le pays en haleine depuis 1 an. Un dossier comme cela a suscité un audit de la part du gouvernement. Un dossier comme ça a suscité autant de passion, de vagues, a fait des vagues et tout. Et depuis 1 an, on n'a plus augmenté le prix du pétrole à la pompe. Donc l'impact sur les populations est direct. Et donc, nous allons revenir sur ce dossier parce qu'il y a une espèce de pseudo-réforme que certains sont en train de vouloir faire au niveau du ministère du Commerce. Une manière de déshabiller, je ne sais pas comment on dit ça, Pierre pour habiller Paul. Vous avez vu l'histoire du fer dans ce pays. Quand on a fait l'audit, on a vu que le fer, il y a eu 12 milliards on a détourné 12 milliards au niveau du fer. Le fer, c'était le fonds d'entretien routier. On a préféré garantir l'impunité aux détourneurs et puis on allait créer une nouvelle société qu'on appelait SAFER. Et donc c'est le même système que les gens veulent faire au niveau du ministère du Commerce. Ils veulent juste
déposséder les Adiakri pour remettre d'autres voleurs à leur place pour continuer le même système. Et donc nous allons revenir sur ces détails-là dans notre parution de vendredi. Donc nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent et merci de nous avoir soutenus. Merci pour tout ce que vous avez fait, les bonnes intentions que vous avez manifestées à notre endroit. Et l'alternative est de retour et c'est bien reparti. Et c'est reparti aussi avec de gros dossiers. On s'organise de mieux en mieux entre nous, journalistes d'investigation, on en parlera tout à l'heure, pour avoir plus d'impact dans la société, pour porter beaucoup plus de dossiers délicats et nous protéger aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a nécessité que tous ceux qui sont dans l'investigation s'organisent, se protègent contre les prédateurs, contre les menaces qui pèsent sur nous. Merci beaucoup, Ferdinand. Joël, mardi 18 juin 2021, l'alternative de retour dans la kiosque, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, ça ne peut que nous réjouir, en ce sens que c'était un vide sur le marché. Vous savez, la stratégie du pouvoir a consisté depuis quelques années, ça n'a jamais disparu, mais ça a été plus vissé depuis quelques années. Ça consistait à réduire tout ce qui mène le débat critique, c'est-à-dire à réduire d'abord l'effectif et puis leur fougue, diluer leur fougue autant que possible. Donc quand vous êtes rare comme ça à vous tenir par la main et on vous prive des partenaires, tu es seul. Et or c'est un travail titanesque. Vous savez que Alternative est encore plus introduit dans les dossiers que nous autres. Nous on est plus dans les analyses avec des investigations de temps à autre. Et donc c'est un travail complémentaire qu'on faisait. Alors quand on vous ampute d'un des partenaires, c'est ce que nous avions dit en 2020 et ça nous a valu la suspension effectivement de 2 mois. Bon, ça n'a pas réduit notre conviction parce que l'homme est une conviction. Au moins, il faut avoir ça. Au moins, il faut avoir des idéaux, des valeurs auxquelles tu tiens, et quoi qu'il arrive. Et cela, non seulement ça dérange, mais ça suscite de l'envie. Ça suscite de l'envie. Plutôt que ça crée de l'émulation, que ça crée la compétition positive, c'est-à-dire que des gens cherchent à exceller, à faire mieux que toi, à être plus solide, à être plus valeureux que toi, ça suscite de l'envie. C'est regrettable pour notre République, mais il faut quand même que certains soient là à servir, si on peut le qualifier ainsi, à servir de rempart, de ce qui peut être acceptable, de ce qui répond au bon sens, Donc, Alternative qui est revenu, ce n'est que pour la bonne cause, puisque d'autres révélations vont sortir du Petrol Gate, comme ceux-là qui ont été les bourreaux, qui ont poussé la HAC à prendre cette décision-là. On va leur servir leur dose. Et nous, on ne peut qu'applaudir cela. Est-il que, comme je l'avais dit, on a voulu avilir la presse, à part réduire l'espace de ceux-là qui mènent le débat critique, on a voulu carrément avilir la presse en y mettant tout et rien, en limitant la presse au strict minimum. Comme tu l'as dit, l'investigation, il y a le couche qui a été mis sur pied. Au-delà des sujets politiques, où c'est devenu même un panier à crabe, on ne sait plus qui est qui, la crédibilité a disparu de ce milieu. L'investigation est un genre journalistique assez sélect, assez rigoureux, qui demande beaucoup de discipline, qui demande d'avoir beaucoup de tripes. Et pour le faire, or ça a été laissé de côté. Or c'est l'investigation même qui crée le débat, qui amène à des décisions. Vous voyez par exemple, comme Ferdinand l'a dit, le Petrol Gate a eu le mérite de faire plafonner le prix du carburant. On a toujours réclamé, au niveau de Fraternité, on a toujours réclamé. Vous vous souvenez que mi-septembre, on dénonçait le prix du carburant, que ça mérite d'être diminué.
Ça a été diminué fort heureusement fin mars, début avril. Mais quand le pétrole était venu, parce que c'était prêt à rebondir, et quand le pétrole était venu, ils ont été stoppés. Sinon, enfin, nous, on allait se limiter à ce rôle de réclamation, ils exécutent, ils diminuent un peu, et une fois qu'il y a la calmie, ils augmentent. Maintenant, avec le pétrole qui était venu, ils sont obligés, même si fortement, heureusement, nous on est venu de leur dire que interdit que le prix augmente parce que tant qu'on n'a pas donné des réponses dans ce dossier, ça ne se répond à aucun bon sens qu'on augmente. Il y a des dossiers comme tout ce qui se passe à la présidence, des jeux de passe-passe, des courriers qui sont qu'on fait disparaître. On avait dit, mais Alternative est venue également rentrer un peu plus dans le fond. Je voudrais croire que ça s'est estompé un peu. Il y a le scan, le problème scan mine, où les populations même ont dit, mais la presse le dit, vous ne croyez pas, nous-mêmes on monte au créneau pour confirmer ce que la presse a dénoncé, etc. Donc, voilà le mérite de l'investigation. J'ai été un peu long, mais pour dire que nous on s'est engagé à réfléchir à voir des voies et les voies, à détecter les voies et moyens, et puis exploiter l'arsenal juridique qui est là, qui peut nous protéger sans qu'on le sache, et puis démystifier un peu ce genre journalistique là qui fait peur à beaucoup, or que c'est ça qui valorise même le journaliste au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde joue aux journalistes sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui fait valoriser la presse, qui va redonner le goût et toute la noblesse à la presse togolaise. Merci beaucoup, Joël. Cogito ergo sum, tout le monde connaît cette célèbre citation d'un philosophe. Voilà, au Togo, il y a une concession de journalistes d'investigation qui s'appelle Cogito. Il a été mis sur place il y a plus d'un an. Voilà, cette association revient sur la scène. Et Ferdinand, Cogito, c'est quoi Cogito? Non, là, déjà, il faut préciser qu'elle existe depuis 2017. 2017 que nous avons lancé, on a eu l'idée de lancer cette organisation. Il y avait au départ 3 rédactions, l'Alternative, Liberté et Rendez-vous. Et entre-temps, donc, nous avons porté Maxime Dominier à la tête de cette association-là. Je le salue au passage. Vous savez que Maxime était très engagé sur les questions d'investigation. Il est membre de plusieurs organisations et tout. Après, bon, l'association est tombée un peu en veilleuse. Entre-temps, Maxime est parti à la BBC, il est maintenant au GIGN. Et donc, nous avons senti la nécessité de redonner vie à cette association-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous-mêmes, nous avons besoin de serrer nos coudes, de serrer nos rangs par rapport aux menaces aujourd'hui qui pèsent sur un certain nombre d'entre nous. Vous savez que dans la dernière période, il y a eu cette vague de suspension, de retrait de récépissé. Il y a des plaintes qui sont actuellement au tribunal, qui sont parfois, pour certains, des plaintes fantaisistes. Et donc, on sent qu'il y a un acharnement sur le dernier carré des journalistes qui refusent de s'aligner ou de rentrer dans la pensée unique. Et donc, nous nous sommes dit, il faut qu'on resserre les coudes. Et donc, nous nous sommes réunis pour relancer les activités de cette association-là. Le deuxième objectif, c'est de nous mettre au service des populations, à savoir faire des investigations. Je viens de le dire, le journalisme classique, aujourd'hui tout le monde le fait. Avec un téléphone intelligent, les populations sont devenues des journalistes sans le savoir. Il y a le journaliste citoyen aujourd'hui, s'il y a un accident, s'il y a un événement, les gens allument leur téléphone, ils font rapidement des audios, ils commentent et puis balancent sur les plateformes. C'est une forme de journalisme qui ne dit pas son nom. Alors, le journaliste formé, professionnel aujourd'hui, doit aller au-delà
de ce journaliste citoyen-là, aller chercher ce qui est caché, aller fouiller un peu comment la République est gérée, comment par exemple les municipalités sont gérées, les préfectures, pourquoi lorsque on cherche de l'argent pour faire des routes, l'argent disparaît, pourquoi quand on exploite des mines dans telle localité, on n'investit pas dans la région, on ne réduit pas la pauvreté, on détruit l'environnement, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Donc ça nécessite un travail de fond, l'interprétation des données, des éléments, une fouille minutieuse. Et ce travail-là est un travail assez délicat et tout le monde n'a pas le courage de le faire. Et donc, nous voulons nous mettre ensemble pour conduire ce genre d'enquête. Et le fait de nous mettre ensemble, c'est une mutualisation des moyens, une mutualisation des énergies et enfin, on a un travail commun qu'on publie ensemble. Et donc, en relançant le Cogito, nous voulons nous positionner désormais comme l'une des organisations au Togo qui regroupe les journalistes d'investigation uniquement. Et on est au service en fait des populations. Et donc nous avons refait le bureau ces jours-ci et nous avons porté à la tête de ce bureau-là Abi Alpha, qui est le patron du journal Le Rendez-vous, qui était déjà le vice-président quand il y avait Maxime. Et puis nous avons intégré notre ami Joël de Fraternité parce qu'il est porté aussi avec son journal dans ce genre de journalisme et il a aussi des soucis avec des multinationales qui sont installées chez nous ici, des plaintes au tribunal et tout. Et donc voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons jugé de la nécessité de resserrer nos rangs. Et cette organisation qui est aujourd'hui un peu fermée, parce que c'est 4 journaux aujourd'hui, elle peut être ouverte à d'autres confrères, mais nous avons des critères qui sont tellement rigoureux parce que d'abord le premier critère c'est la moralité. Ça c'est non discutable et on n'acceptera pas n'importe qui. Qu'est-ce que vous mettez dans la moralité? Oui, parce que celui qui fait de l'investigation doit être lui-même quelqu'un de très rigoureux dans la conduite de son travail, très rigoureux en termes de la manière dont il conçoit le métier. Parce que quand vous êtes journaliste et que vous avez accès à des informations, c'est pour un travail précis. On ne peut pas, par exemple, vous intégrer dans un groupe, dans une enquête, dans un groupe fermé, et dès que vous avez des informations, vous sortez les informations, par exemple, pour aller faire chanter quelqu'un pour avoir de l'argent. Voilà les choses que je veux, je mets dans la moralité, tu vois. Donc, il y a vraiment ces critères-là qui doivent vraiment être au centre de notre travail. Et l'adhésion sera vraiment subordonnée à cela. Nous allons juger de la capacité des gens à être vraiment à ce niveau-là. Et donc, d'autre part, il y a des opportunités qui sont là que nous pouvons facilement saisir. Vous savez, le président américain Biden a dit récemment que son administration va promouvoir le journalisme d'investigation dans le monde. Parce qu'en fait, les gens ont compris que c'est le journalisme d'investigation qui fait bouger les lignes aujourd'hui dans le monde. Et quand on a fait les Panama Papers, il y a eu tout un bouleversement de la fiscalité dans le monde entier. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on a fait les SwissLeaks, il y a eu toujours des réactions. Et donc, au Togo, par exemple, comment est-ce que nous pouvons, nous journalistes, peser sur le bien-être des populations? Si nous pouvons faire des enquêtes qui peuvent amener les dirigeants, les responsables, les décideurs à changer leur manière de gouverner, on aura apporté quelque chose à notre pays. Si nous pouvons faire des enquêtes qui vont freiner la corruption, qui va freiner l'impunité dans tous les domaines, on aura apporté quelque chose à notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que aujourd'hui, il est clair que le journalisme d'investigation est un secteur fondamental dans la lutte contre la corruption, dans la lutte pour la promotion de la bonne gouvernance. Et donc, il faut vraiment des gens pour le faire. Et c'est la mission que nous donnons à ce consortium-là, qui est aujourd'hui piloté par Abi Alpha, et qui est donc composé de 4 journaux, Fraternité, l'Alternative, Liberté, et puis Le Rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Joël Cogito, vous êtes membre de Cogito. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans l'investigation du journaliste? Parce qu'on sait que c'est un genre qui est un peu dangereux.
Oui, mais jusque là où le travail demandera d'aller. C'est aussi simple que ça. Jusque là où le travail demandera d'aller. De toutes les façons, vous savez, quand, de façon générale, quand vous voulez crier à la justice, vous dérangez. Vous dérangez, mais ça n'a pas empêché que chaque fois que les enfants naissent, il y en a qui soient plus convaincus, malgré les obstacles que le monde, que les humains ont dressés, il y en a qui soient plus convaincus de mener ce combat de justice. Est-ce que les Sankara ont disparu? Les Sankara n'ont pas disparu, totalement disparu. Il y en a toujours, et le monde même réclame justice, même si le mensonge, la justice est plus enseignée, est plus cultivée que la justice. Est-il que dans l'être humain, dans nos... regardez, rien que dans nos terroirs, quand un homme est objet de critique, très souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ouamea, ou Fifia, il y a des valeurs cardinales dans lesquelles même celui qui ment, il sait que ça, on ne doit pas le faire. Et donc, le journaliste, j'ai un collègue qui aime souvent dire que le journaliste est un demi-dieu. C'est un demi-dieu. Et même le Christ, quand vous voyez le Christ, on vous dira politique. Il était un problème politique. Il était un problème politique. Or, ce que le Christ faisait n'est pas différent de ce que le journaliste fait aujourd'hui. Demande, mais ne mentez pas, n'abusez pas, gérez bien les choses, partagez le bonheur, aimez-vous les uns les autres, etc. Et donc, ce que le journal d'investigation fait n'est pas différent de ce que le Christ fait. Et donc, si il est vrai que la religion, ce n'est même pas différent de ce que Mahomet m'a prêché. Si ce sont ces deux religions qui portent aujourd'hui le monde, ça veut dire que le journal d'investigation, n'importe où il arrive, on doit l'encenser, on doit le protéger. Et donc, moi, je ne trouve pas que ça puisse représenter tant de problèmes, parce que aujourd'hui, on a étouffé, dans le contexte togolais, mais on a étouffé le Togolais, on a étouffé toutes les portes d'aération du Togolais. Alors, les gens savent que les choses ne sont pas bien gérées, mais comment est-ce que c'est la route Lomé-Anéhor, le budget est passé de 96 milliards à 47 milliards. Où sont passés les 50 milliards? Les gens, ils ont appris, mais ils ne savent pas. Alors, qui est mis en cause? Pourquoi est-ce qu'on a attribué ce marché-là à deux entreprises étrangères en plus? Quelles sont les accointances? Donc, ça y est, il n'y a que le journaliste qui peut expliquer cela et aider même celui-là qui est le garant, qui est le chef suprême du pays, le chef de l'État, à mieux connaître son entourage, à mieux régler les choses, parce que même quelle que soit sa volonté à régner en dictateur, mais il sait qu'il a l'obligation quand même de faire les choses de façon acceptable pour qu'il n'y a pas de surprise qui viennent le dégager de là. Parce que plus il y a de ressentiment, plus il y a des râles, ça crée un ferment qui viendra te faire exploser malgré toute l'assurance que tu as. Ça, tu peux te lever le matin très bien, c'est bon, mais ça viendra t'exploser parce qu'il y a tellement d'intrigues que tu as créées, même dans ton entourage, etc. Donc, le journal d'investigation, c'est à la fois au bénéfice du peuple, qu'à la fois au bénéfice même des gouvernants, pour qu'ils se connaissent mieux, à part la veste, à part ce qui le visage, enfin l'image qu'ils se donnent, pour que les gens se connaissent mieux. Donc, bon, quand tu dis jusqu'où on est à la fois au service du roi comme des sujets du roi, juste pour que, comme nous l'avions dit lors de la reprise de l'activité, pour qu'on puisse mieux vivre, le sourire soit un peu plus sincère entre nous, et pour dans l'intérêt du Togo. Merci beaucoup, Joël. Nous allons fermer cette page de Cogito. On sait aujourd'hui qu'il y a un consortium de journalistes d'investigation au Togo. Merci. Le travail, les dossiers, les grands dossiers sont là. On va les fouiller. Nous allons maintenant partir au Sahel. Nous n'avons pas plus beaucoup de temps dans cette première partie. Nous allons partir au Sahel puisque nous parlons de journalistes d'investigation. Nous allons nous interroger que fait la France dans cette partie de
de l'Afrique. Voilà, le Sahel et sa sécurité, la France, le rôle que joue la France dans le Sahel. Aujourd'hui, on voit comment se passent les choses. La France annonce le retrait de ses troupes au Mali parce que le coup d'État au Mali n'enchante pas vraiment la France et certains États africains, certaines organisations, la CEDEAO, l'UE, etc. Ferdinand, que se passe exactement au Sahel? Je pense que depuis maintenant, je pense que depuis la fin du mandat de Hollande, ou bien avant même, jusqu'au petit Macron, je l'appelle petit parce que c'est un petit frère, le petit Macron. C'est normal. Et chef d'État. En Afrique, un petit, c'est un petit. On a le sentiment, ou bien c'est une certitude, que la France s'est pris les pieds dans le tapis dans sa diplomatie africaine. On n'a plus de lisibilité, on ne sait pas réellement ce qui se passe. La France est tellement perdue qu'elle réagit au cas par cas, parfois se mettre en contradiction. Il y a eu ce discours de Ouagadougou où le jeune Macron disait devant les étudiants qu'on ne peut plus gouverner le monde comme on l'avait fait avant, on ne peut plus regarder les Africains comme on les regardait avant, la France-Afrique c'est fini, patati patata. Et quelques années après, on se rend compte aujourd'hui qu'il est le plus grand ami de tous les dictateurs. Et c'est lui qui a aujourd'hui ouvert les portes de l'Élysée à tous les satrapes du monde entier. Lui, puisqu'il vient du monde de la finance, vous savez que ceux qui sont dans le monde de la finance, là, ils n'ont pas d'état d'âme. Pour eux, c'est l'argent. L'argent, toujours l'argent, l'argent d'abord. Et donc, il est ami au grand groupe Bouygues, tout ça là. Comment est-ce qu'ils doivent faire pour mettre la main sur les richesses? Il est plus ou moins comme celui qui protège aujourd'hui tous ces multinationales. Il est le majordome. Voilà, qui sévissent en Afrique. Alors, ces derniers temps, on a eu des positions totalement antinomiques ou contradictoires de la France sur deux événements précis. D'abord le Tchad, avec la mort de Idriss Déby, l'un des piliers de la France-Afrique dans cette région-là. Comment appelle-t-on, le choix de son fils pour le remplacer. Son fils qui a même de la peine à prononcer son propre nom et a écrit correctement un sujet, verbe, complément. Et donc, on a vu que au nom d'une certaine reconnaissance de la France envers Idriss Déby, qui selon la France elle-même a été un grand acteur dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, Macron a décidé de venir aux funérailles de Idriss Déby pour le rendre hommage, et tous les sous-préfets, en tout cas la plupart, se sont également rendus en N'Djamena. Mais il ne faut pas seulement voir des gens qui sont venus aux funérailles. En fait, ces funérailles-là, c'était le sacre même ils sont venus porter le fils de Déby sur le fauteuil présidentiel au mépris des dispositions constitutionnelles du Tchad, parce que la constitution du Tchad était claire. Si le président est en état d'invalidité ou quelque chose arrive, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure un intérim de 90 jours et après on organise des élections. Mais la France savait tout ça, mais Macron est venu fouler aux pieds. Il y a eu deux coups d'État, si je peux dire. Il y a eu un coup d'État au Tchad, deux coups d'État même au Tchad, validés par la France. Donc Macron et son ami breton, Le Drian, qui est le plus grand vendeur d'armes aujourd'hui. Donc comment vous appelez ça, le Foca des temps modernes. Et donc ils sont venus là-bas faire leur cinéma, ils sont repartis. Quelques temps après, les colonels maliens, puisque là-bas aussi c'est la République des colonels, eux aussi, à un moment donné, ils se sont dit, bon, mais nous avons fait un premier coup d'État, nous avons remis le pouvoir sous la pression de la CEDEAO à un ancien général devenu plus ou moins civil et puis un premier ministre civil. On voit que bon, ces gens-là, ils ne font plus trop bien notre affaire. Et donc ils ont profité d'un petit événement. Bon, on a dit, bon, on a formé un gouvernement et qu'on a enlevé deux éléments clés de la junte du nouveau gouvernement. Et puis bon, on a allé kidnapper le président et son premier ministre, on les amène dans un camp. Et puis bon, un colonel sort un communiqué pour dire, lui, il les a mis hors de leurs prérogatives, c'est ça, non? Oui. Et puis,
Là au Mali, on voit que la France sort les griffes. Il dit, ah oui, on est contre les coups d'État, c'est inacceptable, il faut que la CEDEAO condamne, il faut que l'UA condamne. Et voilà. Et donc, on voit la France qui prend des positions à géométrie variable. Vous voyez. Et donc, dans deux événements en moins de 2 ou 3 semaines. Et ça montre carrément que la France, ce n'est pas les valeurs qui l'intéressent, ce n'est pas les principes, ce n'est pas les principes démocratiques qui l'intéressent. Ce sont les intérêts qui passent avant tout. Et tout le monde le sait. Et donc, les intérêts qu'il fallait préserver au Tchad, comme le fils Déby, qui est un soudard, général 3 étoiles, mais qui n'arrive même pas à parler correctement français, fait leur affaire, ils l'ont adoubé là-bas, comme ils ont adoubé tous les soudards qui ont fait les coups d'État après les années d'indépendance. Tous ceux qui sont venus après les années d'indépendance, que la France a poussé par Foucault à faire les coups d'État, c'était les sergents-chefs. Ou bien, bien sûr. C'était les sergents-chefs. Bon, ici, c'est les généraux qui ne sont même pas loin des sergents-chefs parce que le niveau est presque le même. C'est juste, c'est juste l'ascension des grades qui est c'est le même. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que la France est dans un bourbier carrément en Afrique. Et ils sont sonnés. Et elle est sonnée, mais elle ne sait pratiquement pas ce qu'elle fait. Bon, maintenant, elle fait du chantage au Mali en disant, bon, écoutez, moi je suis tellement sur les principes démocratiques, je suis tellement accroché aux valeurs que je n'accepte pas votre coup d'État. J'ai accepté le coup d'État de Déby, bébé Déby, mais les colonels de Mali là, non, si vous ne remettez pas le pouvoir aux civils, nous, on ne fait plus la traque des terroristes avec vous, on ne lutte plus ensemble, nous allons retirer nos troupes, on suspend nos collaborations. La Banque mondiale a suivi en gelant un peu le décaissement des fonds. La CEDEAO aussi a joué un peu les Ponce Pilates. Bon, ils se sont retrouvés entre eux là-bas à Accra. Il y a certains parmi eux qui sont avec les putschistes de Bamako, parce que les putschistes de Bamako, ils venaient tout le temps le ici, ils sont bien avec les gens d'ici, et on comprend que en fréquentant les gens comme ceux du Togo, ils aient des velléités de conservation de pouvoir. Et donc, à Accra, ils ne se sont pas vraiment entendus, donc ils ont juste trouvé une solution qui est une solution d'hypocrisie. Vous voyez, on suspend. Mais tu as utilisé l'expression, ils ont joué au Ponce Pilates. Ouais, on suspend le Mali et des instances de la CEDEAO, mais on ne dit rien aux putschistes. Le putschiste était bien accueilli à Accra, mais on ne lui dit rien. Et ce matin, lundi 7 juin, le putschiste a prêté serment. Et donc, voilà comment la France est empêtrée dans ces contradictions en Afrique. Et aujourd'hui, les voix s'élèvent en Afrique pour demander non seulement le départ des troupes françaises, mais aussi que la France vraiment enlève la chape de plomb qu'elle a imposée sur les pays africains qui n'arrivent pas à se développer, les pays francophones. Le débat fait rage, mais tout en parlant de la France, à un moment donné, nous allons aussi parler de la responsabilité de nous les Africains. C'est vrai que la France a sa part de responsabilité dans tout le désordre qui est organisé dans nos pays, le soutien aux dictateurs, le pillage de nos ressources, mais il y a aussi nos responsabilités qu'il ne faut jamais occulter. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tous les Africains, ou la plupart, qui se sont engagés dans la lutte contre la France, ils sont en train de nous vendre de nouveaux maîtres. Je ne sais pas si vous comprenez. 60 ans après les indépendances, si nous devons sortir de l'emprise des Français, ce n'est pas pour aller nous placer sous l'emprise d'autres puissances. Ce n'est pas en changeant de maître qu'on devient libre. Ce n'est pas en changeant de maître qu'on devient totalement indépendant. Parce que tous ces blancs-là, toutes ces puissances-là, on entend les gens dire oui, il faut nouer des partenariats gagnant-gagnant avec la Chine, gagnant-gagnant avec la Russie. Vous êtes tellement faible que vous pouvez signer quel partenariat gagnant-gagnant avec qui? Parce que signer un partenariat gagnant-gagnant avec une puissance, c'est que vous avez la même puissance. La preuve, on parlera des Chinois aujourd'hui, des Chinois après. Quand les Chinois prêtent de l'argent aux pays de l'Afrique de l'Est, quand ces pays n'arrivent pas à payer, qu'est-ce que la Chine fait? Elle saisit les ports. Elle saisit les ports, elle saisit des mines. Donc ce n'est pas des relations gagnant-gagnant. Et donc ce n'est pas en sortant, ce n'est pas en allant chercher un nouveau maître,
qu'on devienne indépendant. Je pense que ce débat-là, nous le ferons peut-être dans la seconde phase, mais voilà les difficultés que la France rencontre dans les pays africains. Et tant que cette France-là ne va pas totalement laisser l'Afrique francophone tranquille, s'occuper de ses propres histoires, le sentiment anti-français va continuer par monter un jour. Peut-être je sais ce qui va se passer. Voilà. Oui, merci beaucoup, Ferdinand. J'ai été un peu long, mais excusez-moi. Oui. Joël, bon, rapidement, avant de boucler cette première partie, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Visiblement, on voit que ce maxime-là, ça se développe de plus en plus. Oui, mais vous savez, comme on le disait, ça c'est ce que Mitterrand disait. Mitterrand ou De Gaulle, c'est De Gaulle déjà. De Gaulle, c'est ce que De Gaulle disait, bien avant Mitterrand. Je crois que c'est Chirac qui est venu le répéter encore, que la France n'a que des intérêts. De toutes les façons, les relations entre les pays n'est basée que sur les intérêts. Même les relations humaines sont sincères. Les relations humaines ne sont basées que sur les intérêts. Oui, ça c'est le propre de l'homme. Et donc, il faut forcément que tu m'apportes quelque chose, bien que je gagne quelque chose chez toi pour que je sois avec toi, sinon. Et pourquoi est-ce qu'on va ensemble? Aujourd'hui, Ferdinand l'a dit, la France est en pétrole. C'est le thème qu'il faut utiliser parce que elle se cache et se découvre. Mais elle joue presque au coq à l'âne, un jeu de coq à l'âne, où, bon, comme nous l'avions dit dans notre dernière parution, ce que tu interdis ailleurs, ce que tu encourages ailleurs, tu l'interdis ici, parlant du cas du Tchad et du Mali. Mais l'empêtrement même de la diplomatie française, elle est plus pointue. En ce sens que quand vous prenez le jeune Mahamat Idriss Déby, un lettré approximativement lettré, ben ça veut dire que la cote de la France est tellement basse dans l'opinion qu'elle ne trouve plus personne pour faire ce sale boulot. Puisque Déby avance à quelques jours de sa mort, puisque Déby n'est pas mort, on l'a éliminé. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on l'a éliminé. Pourquoi on a éliminé Déby? Parce qu'à un moment donné, il était fatigué. Il était fatigué de jouer au capitaine Domato. Comme dans ce... il était fatigué de jouer au nègre de salon, etc. Il a commencé par sortir des mots qui... Enfin, c'était pas un panafricanisme vraiment engagé, mais c'était quand même les bribes de quelqu'un. Ils ont senti que non, le gars ne pouvait plus jouer le jeu parce qu'il était au soir de sa vie, il est fatigué. Donc, Déby n'a pas pu vraiment préparer vraiment sa relance. La seule chose qu'il a pu offrir aux Français, c'est qu'il y a beaucoup de ses enfants qui sont dans l'appareil, qui sont de l'ethnie Zagawa. Or, quand tu prends les Zagawa, ils constituent à peine 10% de la population tchadienne. Ils ne sont pas majoritaires. Ouais. Alors, c'est une minorité qu'on utilise pour braquer les autres. Or, les Zagawa et les Gora qui étaient hier des alliés, la cassure est arrivée aujourd'hui où on a levé la rébellion là du côté du Mali et des membres de la famille même de Déby, mais qui sont de l'autre tribu, qui sont plus nombreux que les Zagawa. Donc, ça veut dire que le Brésil est là. La France ne trouve plus d'exécutants. Ce directeur exécutif là qui va répondre, faire le sale boulot, parce que il y a du côté du Soudan tout ce que l'ex-dictateur Omar El-Béchir, ça veut dire que toute identité africaine, cette identité africaine qu'il a insufflé, quand tu prends le Soudan, la Centrafrique, le Tchad, c'est les mêmes peuples qui sont dans cet espace là. Et donc la France a perdu du terrain, tout le monde a compris aujourd'hui le jeu de la France. Et ajouter à tout ce que la lumière qu'apportent aujourd'hui les réseaux sociaux, hein, des influenceurs, des voix autorisées qui débattent tout et rien, hein, sur les jeux cachés de la France. Donc la France a perdu carrément, sérieusement, du terrain, au point qu'au Mali, il ne peut plus aujourd'hui contenir. On a été obligé d'éliminer les autres chefs, parce qu'ils ont rendu compte que même si les autres présidents avaient joué le jeu, les ATT, autres, ce n'est pas qu'ils connaissaient la supercherie. Donc ils jouaient à un moment donné à des éclaireurs, ils faisaient éclore l'esprit des jeunes, et qui, quand vous fouillez très bien, les Goïta là ont eu le soutien de tous, puisqu'ils ont fait le tour. Ils ont été les voir. Et quelques semaines après, vous voyez qu'ils sont tous morts.
ces anciens présidents. Mais ça veut dire que même si les gens ont joué longtemps le jeu de la France, aujourd'hui, ça veut dire que c'est le soir. C'est le soir pour eux, c'est la nuit pour eux. Les esprits se sont éveillés. On se rend compte que mais ils nous ont toujours dupés. Un peu comme quand tu vas par exemple en Côte d'Ivoire, l'arrivée, le retour de Gbagbo n'a pas été préparé. La France n'a pas joué grande partition. C'est plutôt les Américains qui ont préparé le retour de Gbagbo. Donc c'est dire que aujourd'hui au niveau de l'Élysée du Quai d'Orsay, il faut qu'il s'asseye pour voir comment est-ce qu'il faut aujourd'hui se repositionner. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui se repositionner? Parce que même quand il parle aujourd'hui de la CEDEAO, mais les jaricans, c'est pas politesse diplomatique qu'on se tait. On sait que la CEDEAO est devenue un club des troisième mandataires, des quatrième mandataires, etc. Donc la France a perdu du terrain, a perdu le capital sympathie, et ça a commencé depuis, ils n'ont pas pu le régler. Et aujourd'hui, moi je voudrais également dire que quand on s'attaque quand on parle de Macron, parlons même du système de l'Élysée. Parce que après Macron, même si Le Pen remporte les élections l'année prochaine, à peine certaines choses vont changer. Peut-être qu'elle sera un peu plus sincère sur la politique d'immigration. Ça dit si on ne trouve pas de choix, etc., on va intégrer, etc. Mais la politique de la France vis-à-vis de nos pays ne va pas changer. Parce que quoi? Un peu comme Ferdinand le dit, quand nous parlons de rapport gagnant-gagnant, il faut reconnaître que nous avons des retards technologiques. On a un retard technologique et on a un retard identitaire également. Dans nos pays, on est encore à l'étape de l'envie, du tribalisme, etc. On n'a pas encore instauré des nations. Et là, quand nous disons, oui, la France, elle joue contre nous, mais quand vous voyez dans le cas togolais, on a pris une petite classe. Elle prend toujours une petite classe qui joue le jeu et qui vous martyrise, parce que nous-mêmes, on prend plaisir à se tirer dans les pattes. Il faut aujourd'hui qu'on mette l'accent sur l'éducation. Il faut qu'on construise des nouveaux citoyens qui sont en phase avec l'actualité du monde, qui sont en phase avec la technologie. Mais si la Chine l'a fait, si la Malaisie l'a fait, si donnez-moi ces pays qui étaient hier des pays émergents, qui sont devenus également des pays puissances aujourd'hui, parce qu'on a l'Inde qui était hier c'est là où la mère Teresa faisait plus d'œuvres. Aujourd'hui, l'Inde aide nos pays. Donc il faut aujourd'hui que nous-mêmes, on travaille à s'affirmer, à se mettre debout, avant de parler de partenariat gagnant. Sinon, même ce que les Maliens réclament avec la Russie, cette fiançaille va durer 2-3 ans, et les Russes vont se dire attends, qu'est-ce que nous gagnons dedans? Parce que contre le nègre, les Blancs s'entendent facilement, hein. Ça c'est clair. Les Blancs s'entendent facilement. Ça veut dire que l'Afrique, on va retourner au scénario de la conférence de Berlin. On se dit bon, ok, les Russes sont là, mais après nous avons la même, nous sommes de même race. Entendons-nous. Mais qu'est-ce que vous voulez gagner, manger là-bas? Qu'est-ce que vous voulez gagner, nous? Qu'est-ce que nous allons gagner? Et vous allez voir, ils vont restaurer, parce que la France est un peu le coursier dans la communauté internationale. C'est sur elle qu'on envoie faire. Vous allez voir en Syrie, par exemple, les Américains, quand ils avaient des intérêts, on envoyait les Français. C'est les Français qui faisaient la guerre à leur place. Les Américains fournissaient la tuerie. En Libye, on envoyait la France, mais tu vois, ça veut dire qu'on envoie l'OTAN, c'est les États-Unis. Mais on met la France devant. La France est le coursier. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, il y a un éveil panafricain, mais que cet éveil-là fasse d'abord le check-up véridique pour reconnaître que nous-mêmes, on a des tares. Il faut qu'on s'asseye pour corriger cet art, se développer, tracer une vision. Parce que c'est une vision qui définit l'homme. Vers où on doit aller. De quoi on dispose aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il faut corriger pour aller de l'avant? Sinon, on va changer de colon. On dit la France n'est pas bonne. Aujourd'hui, les autres puissances européennes, ils ont eu, je vais en parler aussi parce qu'ils ont une vision plus longue que la France, qui est un peu paresseuse.
Les Allemands, par exemple, les Allemands ont des partenariats économiques avec ces pays, avec les pays, mais ils agissent pas l'Asie. C'est pas que les Allemands n'ont pas d'intérêt chez nous, mais ils ne sont pas impliqués politiquement, ils ne sont pas impliqués dans le pouvoir politique et autres. Donc, est-ce que la France aujourd'hui va faire marche arrière pour se limiter juste à ça et nous laisser la politique? Maintenant, si on laisse la politique, est-ce que nous sommes capables d'asseoir des États solides, des États crédibles, de faire l'alternance, de gérer de façon civilisée notre pouvoir dans l'intérêt de tout le monde, ou bien on va se mettre encore dans l'espace? Sinon, ce sont les chicaneries qui permettent à l'autre de dire, ben, il y a un terrain exploité ici, ok, donc moi technologiquement j'ai les armes, j'ai les renseignements, etc. Je vais soutenir cette petite clique-là et vous martyriser. Voilà. Merci beaucoup Joël. Nous allons observer une petite pause. Nous revenons après.